Bonjour à tous et très belle année 2019 à vous. Je suis Laura Cardozo et j'ai le plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines de pause pour la reprise de nos interviews sur Parole de Yogi. Ce début d'année est le signe d'un renouveau, vous l'avez vu avec un nouveau logo qui a été merveilleusement créé par la tout aussi merveilleuse Anne Maëlle, que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière lors du podcast numéro 13. Nouveau logo, mais aussi nouveau site internet et de manière générale, nouveaux réseaux sociaux. Pour plus de clarté, vous pouvez retrouver toutes les infos du podcast sur le site Parole de Yogi avec un S à parole et à yogi, mais aussi sur l'Instagram et la page Facebook du même nom. N'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a un concours en ce moment sur Instagram. Mais passons à notre invité. Je reçois aujourd'hui Cécile Doherty-Bigara, que vous connaissez sûrement. Cécile est professeure de yoga à Toulouse et propose plusieurs retraites en France tous les ans ainsi que des ateliers. Vous l'avez peut-être connue via son blog, Le Palais Savant, où elle aborde via ses articles tous les thèmes qui lui sont chers. Ayurveda, spiritualité et la maternité aussi depuis quelques temps. Ou alors vous la connaissez via son DVD qui s'appelle Yoga et Ayurveda. En fait, on a vraiment parlé de ces sujets, du yoga, de l'Ayurveda, de la spiritualité, en abordant sa pratique actuelle, ses prises de conscience du moment. Ça a été vraiment un échange très agréable, profond, et je suis vraiment très heureuse que l'année de Parole de Yogi débute de cette manière. Bonjour Cécile. Bonjour Laura. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien, je suis dans mon lit, je regarde dehors, il y a de la pluie à Toulouse aujourd'hui, Ah ouais ? donc je suis bien contente d'être au chaud. Ah, tu m'étonnes, nous il fait un froid polaire en région parisienne. C'est une horreur. Donc vous êtes encore avec la pluie, ça va à peu près. Ça vient tout juste d'arriver. Ah, terrible. En tout cas, moi je suis vraiment très heureuse que tu aies pris un petit peu de ton temps pour répondre à mes questions pendant ce podcast. Je sais que tu as un temps qui est très précieux et voilà, ça me fait très plaisir. Je sais aussi que tu as déjà répondu à pas mal d'interviews dans lesquelles tu retraces ton parcours et du coup j'avais envie de changer un petit peu par rapport aux autres interviews que tu avais pu faire avant et qu'on parle beaucoup plus de ta pratique du moment. Et notamment, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, comment tu arrives à pratiquer, et quels sont, je dirais, les messages et les choses que tu perçois dans ta pratique en ce moment. Ma pratique a beaucoup changé. J'ai accouché en janvier de l'année 2018, donc il y a bientôt un an. J'ai pas pratiqué pendant les derniers mois de ma grossesse et j'ai pas pratiqué pendant les premiers mois après mon accouchement. Donc, plus ou moins peut-être 3 mois après mon accouchement, j'ai redéroulé mon tapis de yoga et tout mon corps tremblait et tout mon corps était différent et je me souviens que c'était vraiment une leçon d'humilité parce que, en termes de force ou de souplesse ou même de sensation dans le corps, c'était, un vrai retour, à la case élève, vraiment débutant, comme si c'était mon premier cours de yoga et du coup, j'ai eu toute une phase où j'ai dû, vraiment revenir aux bases et je me suis souvenue des premières années, vraiment beaucoup de postures debout pour, retrouver de la force dans les jambes et retrouver de l'appui au niveau des pieds, de l'ancrage et surtout centré sur le fait de se faire du bien, pas chercher à se prouver quelque chose et pas chercher à s'épuiser dans sa pratique, mais au contraire à faire de sa pratique, un moment qui me donnait de la force pour le reste. Et c'était également, très court au début. Moi, je m'étais habituée à faire des pratiques d'1 heure tous les jours et puis, c'était plus 10 minutes, 20 minutes par-ci par-là. Quand tu Et pouvais aussi, parce qu'avec un enfant, j'imagine que c'est pas évident de trouver le temps. Voilà, chacun, lui, il a son rythme. Toi, faut que tu arrives à te caler aussi, quelque part, pour cet espace pour toi. oui, donc c'est vrai qu'avant, j'avais un peu cette idée que voilà, j'allais me réveiller, j'avais toute cette routine du matin où je buvais mon verre d'eau chaude et ensuite je faisais un peu de yoga, où j'écrivais sur mon carnet, où je faisais une méditation et maintenant je suis réveillée parce que mon enfant se réveille et je suis déjà fatiguée, j'ai pas assez dormi et donc je me réveille, le premier truc que je fais, c'est je m'habille rapidement, je vais le chercher, je le sors de son lit, je lui fais plein de bisous, ensuite je l'allaite et c'est vrai qu'il y a plus cette routine du matin de yoga ou de méditation et le yoga arrive plutôt, soit quand il fait la sieste, soit quand il est couché. Je pratique beaucoup le soir en ce moment à partir de 19h Mhm. et hem et c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été une pratique pour, compenser
la perte d'énergie que j'avais en m'occupant énormément de mon enfant. Et depuis quelques semaines à peine, c'est redevenu un petit peu une pratique où je m'amuse et où je teste des choses différentes et où je joue un peu avec mes limites, parce que je sens que j'ai des réserves d'énergie en fait. Et maintenant, je peux explorer un petit peu plus. Tu t'es rechargée pendant ces premiers mois de reprise du yoga. C'est vrai que ça doit être, comment dire, pas mal perturbant parce qu'au départ, on doit avoir l'ego qui revient très très vite dans le début des pratiques en se disant non mais attends, je suis prof, je devrais pouvoir réussir, je devrais pouvoir faire ça. Et j'imagine que c'est un piège au départ. Oui, complètement. Il y a vraiment un côté égo. Il y a aussi quelque chose où, quand on fait du yoga depuis des années, on a appris à quelque part prendre du plaisir à être dans son corps également. Mhm. On sait qu'il y a certaines postures ou certains enchaînements ou certaines choses qui nous font du bien et où on ressent certaines choses. Et là, on perd complètement ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai repris l'enseignement des cours ici à Toulouse à partir de septembre. Et il y avait vraiment cette question de légitimité aussi, puisque moi, j'étais vraiment en train de reconstruire mes bases. Et au contraire, je me suis dit que ça allait me permettre d'aborder les élèves d'une façon peut-être un peu plus humaine. Parce que c'est vrai que quand on pratique du yoga tous les jours et depuis des années, on vit dans un autre monde, en fait. Mm. Et on n'est pas forcément conscient que la personne pour qui sa vie ne tourne pas autour du yoga et qui vient une fois par semaine, réussit à s'organiser avec son travail ou sa famille ou ses enfants. Et elle réussit à trouver cette heure pour elle. Déjà, c'est un truc de dingue. On s'en rend pas forcément compte. Et quand elle arrive, elle a pas forcément besoin de quelque chose de feu d'artifice et de fou. Elle a vraiment besoin aussi de se retrouver, et de se faire du bien et de se reposer, d'avoir vraiment le temps d'atterrir et également avoir un bon shavasana. Donc, ça m'a fait voir également ce besoin-là qu'il y avait chez les élèves. Et je pense aussi à me rendre un peu plus humaine. Bah tu vois, c'est hyper drôle que tu abordes ça parce que en gros j'ai préparé deux questions pour l'interview. La première, c'était effectivement de savoir comment ça se passait ta pratique du moment. Et la deuxième, c'était, sachant que toi, tu enseignes depuis un petit moment maintenant, je sais, moi, que la problématique qu'ont à affronter les jeunes professeurs, c'est plutôt la question de la légitimité. Est-ce que je suis capable? Est-ce que si? Et je me demandais quelle était la problématique des profs qui enseignent depuis plus longtemps. Mais là, en 30 secondes, tu m'as résumé en fait clairement la même chose. C'est que tu es repassé toi aussi par cette question de légitimité après avoir retrouvé ta pratique quelques mois avant. Et puis aussi le fait quelque part d'être déconnecté. Quand on pratique beaucoup, on évolue dans un autre monde. Et c'est ça, selon toi, la problématique principale des profs? Alors, je suis sûre qu'il y a plein de problématiques différentes aux professeurs. Euh, pour moi, il y a j'essaie souvent parfois je me dis, par exemple, une habitude que j'ai dans mes cours, c'est que j'ai un temps d'introduction de 5 ou 10 minutes où je parle d'une thématique. Et je peux lire un poème ou partager une réflexion ou raconter une histoire personnelle. Et ces derniers temps, je me dis toujours, imagine que la Cécile qui avait 18 ans et qui a pris son premier cours de yoga est dans la salle. Comment est-ce qu'elle aurait besoin qu'on lui parle pour que vraiment son attention soit captivée et qu'elle comprenne de quoi on lui parle? Et je trouve que c'est important parce que il faut toujours se rappeler que les personnes qui sont dans la salle, elles ont leurs propres inquiétudes. Elles baignent pas dans ces thématiques ou dans cet univers constamment. Et donc, il faut vraiment parler de façon accessible et simple et terre à terre. Et ensuite, peut-être à la fin de la pratique ou petit à petit, les amener vers quelque chose d'un peu plus subtil et qu'ils ressentent par eux-mêmes, mais Hmm. pas, entre guillemets, se faire plaisir, soit en tant que prof en disant bah, je vais faire ceci ou je vais parler de ça parce que ça me parle, mais vraiment toujours garder à l'esprit est-ce que c'est utile? Est-ce que la personne qui va entendre ça ou qui va pratiquer ça, elle va emporter quelque chose pour le reste de sa semaine qui va être nourrissant, qui va pouvoir grandir, qu'elle va pouvoir partager avec ses collègues, qu'elle va pouvoir en parler à quelqu'un? Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est juste quelque chose que je fais parce que moi j'aime bien ça et ça s'arrête là? Et c'est vrai que moi, ça me travaille énormément, cette idée de, de rendre la pratique accessible à tout le monde. Bien sûr, en gardant une part de choses qui font que les élèves se surprennent parfois dans leur pratique ou ça va un petit peu hors de leur zone de confort et du coup, parfois ça leur apprend quelque chose, parfois juste, voilà, c'est quelque chose qui les fait rêver, mais quand même garder quelque chose qui fait que cette heure pour laquelle ils s'organisent et qui demande beaucoup d'énergie de la part d'eux et de la part des gens qui les entourent, qu'elle soit réellement nourrissante.
D'accord. Et du coup, toi, tu as pris conscience de déjà du fait que les gens qui sont autour de nous, qui sont des élèves qui se présentent à nous, déjà n'ont pas forcément toujours le temps de venir. Et moi, j'ai lu il y a pas très longtemps des professeurs qui disaient que la pratique du yoga, si on venait qu'une seule fois par mois, c'était vraiment pas utile et ou en tout cas vraiment pas suffisant. Et, et c'est quelque chose qui m'avait moi assez heurté dans ma sensibilité de prof. Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, c'est marrant parce que je pense à cette thématique en ce moment. Nous, en tant que peut-être professeurs ou personnes qui sont vraiment passionnées, on considère que voilà, si on s'est inscrit à un cours, ben, on va y aller chaque semaine et on va avoir cet engagement envers soi-même et envers son bien-être. Et on a vraiment conscience que cette heure ou ces 2 heures qu'on passe, elles fructifient en fait, elles se multiplient, elles se décuplent dans la semaine. Mhm. Donc si on a vraiment ce temps pour réellement déconnecter de tout, on sait que ça va amener une fraîcheur dans notre esprit et une ouverture dans notre corps qui va faire du bien à tout le reste. Donc quelque part, on s'attend à ce que tout le monde soit conscient de ça et que finalement, si un élève est inscrit, bah, il vienne chaque semaine et il soit vraiment curieux, il soit vraiment, présent, il soit vraiment dévoué à sa pratique. Sauf que encore une fois, ces personnes, elles ont des engagements et elles ont des responsabilités, et elles ont des plannings et elles ont des limites et des choses qui se passent qui font qu'elles vont pas forcément respecter ça. Donc on se retrouve parfois dans des situations où un élève s'inscrit, il vient pas pendant 3 mois, ou alors il vient de temps en temps et bien sûr qu'on voit que ça ça n'aide pas vraiment à ce qu'il saisisse pleinement la valeur et la beauté de cette pratique. Parce que c'est vraiment quelque chose qui, au début, est un peu inconfortable et un peu différent et ça demande quand même de s'y frotter plusieurs fois avant de vraiment se sentir à l'aise et trouver ses marques et ses repères. Donc, moi, en tant que professeur, je pratique vraiment beaucoup le fait de parler avec mes élèves, ceux qui ont du mal à être assidus et déjà de leur demander, parce que souvent j'ai des réponses, finalement qui n'ont rien à voir avec moi ou avec le yoga, mais qui est Bien sûr. simplement qu'en ce moment, au travail, ils sont débordés ou qu'un membre de leur famille est malade et que donc, tous les soirs, ils vont s'occuper de cette personne-là. Ou aussi peut-être, vraiment chercher à savoir s'ils ont des questions, des choses qu'ils ont pas compris ou qui les mettent mal à l'aise et vraiment soi faire l'effort parce que Hmm. très souvent l'élève va arriver, il pense qu'en fait, il est un parmi d'autres. Donc il se met dans un coin de la salle et il a pas l'impression qu'on le remarque ou qu'il a de l'importance. Il faut savoir lui donner de l'importance et vraiment lui faire comprendre qu'on le voit et on est là pour lui. C'est hyper intéressant comme réponse parce que pour le coup, c'est vraiment prendre sa responsabilité de professeur envers l'élève et non plus attendre quelque chose de son élève. Et Exactement. parce que souvent, au final, comme tu le disais, nous on sait que le yoga c'est quelque chose dont on a besoin de pratiquer régulièrement, qui peut changer une manière de voir les choses, changer une manière de vivre et d'être en communion avec les autres. Sauf que on a décidé d'en faire notre vie et c'est pas forcément le cas des gens autour de nous. Et ils sont tout à fait libres ils sont tout à fait libres de ça, de ne pas en faire leur vie, de ne pas devenir professeur à leur tour, etc. Mmh. Et je pense qu'en fait, on attend de nos élèves, parfois, pas tous, mais on peut attendre qu'ils aient cet engagement, ce cœur à leur pratique. Et en même temps, on a aussi beaucoup de professeurs qui aujourd'hui ont peur de cette expansion du yoga, qui est beaucoup plus de professeurs qu'avant, qui est beaucoup plus de styles qui se développent, qui est beaucoup de cette façon un peu marchande du yoga, qui est très compliqué à gérer aussi quand on est professeur, je trouve, le fait de passer au stade de professeur et de se dire bah tiens je vais pas vendre mais je vais faire payer pour mon savoir, je vais faire payer pour les cours que je donne. Ça, c'est une question que tu avais eue à l'époque aussi, ou qui t'avait peut-être éventuellement peut-être gêné, ou tu avais eu des doutes, le fait de lier l'argent et le yoga. Pour beaucoup de gens, c'est très tabou cette question. C'est une très bonne question. Quand j'ai fait ce métier, je me suis jamais dit que je le faisais pour l'argent, Mhm. mais j'étais vraiment contente, bien sûr, de pouvoir gagner ma vie. Donc, je pense que j'ai commencé comme beaucoup de professeurs à mettre des tarifs plutôt bas. Oui. Mm. À être un petit peu gêné au moment où tu demandes l'inscription aux personnes, où tu demandes le chèque, parce qu'on sait que c'est pas le cœur de ce qu'on fait, mais à la fois on a besoin que si on a une entreprise ou on est auto-entrepreneur ou et cetera, on a besoin aussi que les choses soient carrées. Donc je pense que j'ai commencé en comparant un petit peu les tarifs de tout le monde là où je donnais des cours et en essayant de certainement pas être le plus cher, pas non plus être le moins cher qui ne vit pas de son travail, mais vraiment trouver un juste milieu. J'ai toujours proposé des tarifs réduits dans mes cours.
Mhm. jusqu'à maintenant, des années après. Donc, il y a un tarif pour tout le monde, et ensuite un tarif réduit qu'on peut demander sans justificatif particulier. Simplement, si on sent qu'on est dans une phase de sa vie où on a besoin d'être aidé, ben, je le propose sans problème. Et, euh, et progressivement, prendre un peu plus de confiance et proposer des ateliers, proposer des retraites. Et je pense que c'est vrai que petit à petit, les prix augmentent parce que c'est aussi un moment où on se paye le prix juste. Oui, on reconnaît Et, sa et valeur. tout, exactement. Et toute cette gêne au niveau de l'argent, elle est complètement partie une fois que j'ai eu mon enfant. Et c'est pour moi la chose que m'a le plus appris cette année où j'ai accouché et j'ai eu un bébé, c'est que j'ai compris vraiment pleinement la valeur de ce que je faisais. Donc j'ai compris que pour moi déjà, quand j'étais en postpartum, en postnatal, si j'avais 30 minutes de yoga nidra que je pouvais faire, où je faisais un scan corporel complet, etc., ce que ça m'apportait était était tellement riche, était tellement puissant que j'ai pleinement pris conscience qu'en fait, toutes ces années où je donnais des cours et je ne savais pas si ça avait un impact, si ça apportait quelque chose aux gens, j'ai vraiment compris que oui. Parce que avant d'avoir un enfant, toute ma vie tournait autour du yoga et j'avais une amplitude de temps pour me faire plaisir et faire des ateliers, faire des cours. Et une fois que tout ça est un petit peu disparu et que je me suis complètement consacrée à mon enfant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de prendre soin d'elles, j'ai compris qu'une demi-heure, une heure était, euh, était d'une grande valeur. Et donc cette année, j'ai plus du tout, mais j'ai absolument pas de gêne déjà à me faire payer, à parler d'argent, à proposer mes tarifs parce que j'en suis convaincue. Je suis convaincue que ce cours dans la semaine où un élève ou une élève va venir va complètement changer sa perception à la fois de sa vie ou de son travail ou de sa famille. Ça peut vraiment aider à enlever un peu cette dureté qu'on peut avoir en nous-mêmes. Par exemple, cette semaine, la thématique du cours que je donne, c'est que on est dans un mois de décembre où on est très projeté vers le futur. Donc on regarde l'année prochaine et on a tous ces objectifs de tout ce qu'on va mieux faire, entre guillemets. Donc on se dit que, je sais pas, peut-être qu'on va davantage voir ses amis ou prendre plus des nouvelles de notre famille. On va améliorer quelque chose dans notre travail. On a vraiment ce côté, l'année prochaine, je ferai mieux. On a toujours cette idée de ce sera mieux, je vais mieux faire. Et on Et c'est porte tous vraiment nos un écho espoirs dans l'année suivante même. et c'est vraiment un écho avec cette façon que notre tête, notre mental a de toujours remarquer ce qui pourrait être mieux fait. Et du coup, j'ai passé les 10 premières minutes du cours à les faire se rappeler de l'année qui venait de passer. Donc, plutôt que de se concentrer sur cette projection dans le futur, juste fermer les yeux et prendre conscience de cette année qui vient de s'écouler et du long chemin qu'ils ont parcouru et de toutes les leçons qu'ils ont apprises. Et quand on porte son regard en fait vers cette année et où on en était au tout début et tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive maintenant là où on se rend compte qu'il n'y a pas de place pour la critique en fait. Il n'y a pas de place pour le jugement ou la dureté envers soi parce que on a vraiment parcouru un long chemin. On a vraiment appris beaucoup de choses cette année. Donc je sais que rien que ces 10 minutes d'introduction, ce temps d'introspection, c'est quelque chose qui peut complètement changer leur humeur ou leurs émotions euh, par rapport à quelque chose dans leur vie qui les fait sentir qu'ils ne font pas assez bien ou qui ne réussissent pas assez, etc. Donc tout ça pour dire que par rapport à l'argent et surtout par rapport à l'argent et la pratique du yoga, j'en suis arrivée heureusement au bout de plusieurs années à un stade où ce que je fais a énormément de valeur. Donc j'ai aucun problème à mettre un prix dessus. Bah, c'est magnifique. Et j'espère que qu'à tous les professeurs qui nous écoutent, ça va les inspirer aussi dans ce sens-là, quelque part. J'espère. Bah tiens, on parlait là de tes premières années, de ton premier cours, donc t'as commencé le yoga à l'âge de 18 ans, c'est ça? Je crois que c'était 18 ou 19 ans, je sais plus. D'accord, et à Oui. partir de cet âge-là, jusqu'à aujourd'hui, si tu fais le chemin, quelle a été, disons, la plus grosse révolution que t'as amené le yoga en fait dans ta vie? Mon Dieu. Ouais, c'est une énorme question. J'en vois plusieurs. Alors on y va. Un gros changement a été le fait de devenir végétarienne. Ouais. Je pense que c'est venu avec le yoga parce que le yoga nous rend beaucoup plus sensibles à, à ce qui nous entoure, aux gens avec qui on passe du temps, euh, à ce qu'on consomme, à notre train de vie.
Et c'est vrai que par le yoga est venue cette réflexion sur depuis que je suis toute petite, j'ai jamais vraiment aimé manger de la viande ou du poisson, mais on m'a toujours dit que Qu'il tant pis, c'est fallait. pas grave, il faut juste se forcer de temps en temps parce que ça fait partie de l'alimentation d'un être humain. Et c'est vrai que quand on rentre dans le yoga, on rentre aussi dans un univers un peu alternatif Mhm. qui questionne les choses, qui questionne beaucoup la norme. Et je remercie le yoga pour cette capacité à un peu à se rebeller ou en tout cas à questionner les choses. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée à aller un petit peu à contre-courant avec la façon de manger générale et à m'informer et à petit réduire ma consommation de viande. Et je me souviens un soir faire le grand saut où je me suis dit, bon, bah là, à partir de maintenant, je vais essayer pendant 30 jours, voir ce que ça donne. Et maintenant, ça fait des années, J'ai des fait années. exactement la même chose. Je me suis dit, allez, on essaye un mois, ça me parle. Et effectivement, après ça, enfin, j'ai entamé des lectures aussi, et ça me semblait tout à fait, tout à fait logique. Après, il y a des pas que j'ai pas encore passés, mais tout est une question de temps, bien sûr. Mais c'est vrai que le yoga nous aide à remettre en question les choses autour de nous, et puis quelque part nous-mêmes et nos masques et nos actions et tout ça. Complètement. C'est vrai que c'est un chemin que je trouve très courageux, le chemin du yoga. Et ça me fait souvent rire d'imaginer, d'entendre ce que certaines personnes qui ne connaissent rien du tout au yoga, l'image qu'ils ont du yoga. C'est Cette vrai. idée de personnes qui sont allongées, et qui sont zen ou détendues ou relax. Et souvent, je me dis, mais moi, je suis pas, je suis pas zen et détendue. Ça peut m'arriver d'être en phase vraiment avec la vie, mais il y a plein de fois aussi où je suis en colère et des fois où je suis rongée par des doutes et j'ai tout un tas de choses. Et pour moi, le yoga, c'est vraiment une pratique courageuse. C'est une façon de décider de ne pas fuir ces hauts et ces bas que la vie comporte et d'avoir une nouvelle relation avec eux. Donc je pense que ça, c'est autre chose qui a été très fort et qui l'est encore aujourd'hui parce que j'ai encore des phases où je veux juste arrêter de sentir des émotions négatives ou ce qu'on appelle négatives ou arrêter de sentir peut-être la lourdeur qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que la méditation et le bouddhisme et le yoga, ça m'aide à me rappeler que c'est pas tellement important quelle est l'émotion ou la sensation du moment, mais quelle est ma façon de me mettre en relation avec elle. Et ça, pour moi, c'est relié beaucoup au fait que le yoga m'a appris à utiliser mon corps comme un outil de connaissance et de libération. Pour moi, le corps, ça a été pendant les 18 premières années de ma vie quelque chose qui était pas intéressant. C'était vraiment finalement le corps qui portait ma tête et ma tête était la chose qui était valorisable, qui réfléchissait, qui était intellectuelle. J'ai fait des études de Sciences Po, donc c'est vraiment très basé sur la réflexion et le débat et le contre-débat, etc. Donc tout ce que tu connais, toute la culture générale, les noms que tu peux citer, il y a vraiment cette idée de à quel point est-ce que ma tête est grosse et à quel point est-ce que je peux réfléchir de façon intelligente. Et pour moi, le corps était pas intéressant et je dirais même que j'avais tendance à le rabaisser. Donc je me disais, ah, les personnes qui s'intéressent au corps, c'est vraiment des personnes superficielles parce que elles veulent que leur corps soit beau ou qu'il soit ceci ou cela, on s'en fiche de tout ça. Donc mon premier cours de yoga, je me souviens, j'ai passé, je crois que c'était un cours d'1 heure et je suis rentrée chez moi et j'étais sous la douche et je sentais une sensation vraiment agréable dans le corps, une sorte d'ouverture. Et cette ouverture dans le corps amenait également dans la tête une forme de clarté ou de juste de calme, quelque chose que je connaissais pas. Je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, ça vient d'avoir été dans mon corps. Ça vient pas d'avoir été dans ma tête. J'ai pas débattu quelque chose dans ma tête, j'ai pas compris quelque chose dans ma tête. Il y a juste mon corps qui a ressenti des choses et je peux pas mettre des mots dessus, mais c'est des sensations que je ressens» et c'est là qu'a vraiment commencé le chemin de de réaliser que mon corps était cette espèce d'endroit sauvage et libre et sage et extrêmement riche. C'est un peu comme s'il y avait un millefeuille. Je vois vraiment le corps comme un millefeuille de toutes les expériences qu'on a eues et de toutes les personnes qu'on a rencontrées, de toutes les choses qu'on a entendues. C'est un endroit qui est très dense et très riche et qui vaut le coup d'être ressenti, en fait. Ça vaut le coup parce qu'on est extrêmement nombreux à être, à commencer le yoga et à se rendre compte qu'on était complètement coupé de lui.
Complètement. Comme si, effectivement, ouais, il y avait une vraie séparation et que tout ce qui se passait en dessous du cou n'avait strictement aucun intérêt. Quand tu parlais de la valorisation qui était liée à tes études du cerveau, mais au final, je vais pas dire c'est la société, voilà, je vais pas non plus faire des gros titres comme ça, mais un petit peu quand même. Par exemple, ce qu'on nous apprend quand on est enfant, c'est qu'il vaut mieux être bon à l'école que être bon quand on fait du sport. Mm. Voilà, c'est des choses on nous apprend pas finalement que ce corps peut être un baromètre très intelligent et même plus direct et plus intelligent que la pensée quelque part de ce qu'on ressent, de ce qu'on a gardé en nous, c'est très intéressant. Oui, et c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour en être convaincu, en fait. Et ça rejoint beaucoup de philosophies. Par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un Vipassana. Un Vipassana, c'est 10 jours de méditation. Donc, il y a 10 heures de méditation et c'est également un vœu de silence. Donc, c'est 10 jours dans le silence. Et je me souviens que donc, un Vipassana, c'est vraiment, il y a des retraites Vipassana partout dans le monde. C'est censé être la technique que Siddhartha Gautama, donc le Bouddha, a utilisée pour atteindre l'éveil. Et on ne te dit pas quelle est cette technique du Vipassana avant d'être sur place, lors de la retraite. Et je me souviens que j'étais très curieuse dans ma qualité de yogini et à la fois de prof de yoga, de dire mais quelle est donc cette fameuse technique que le Bouddha aurait utilisée. Et vraiment, je me demandais qu'est-ce que ça va être. Est-ce qu'on va faire de la visualisation? Est-ce que ça va être quelque chose basé sur la respiration? Est-ce qu'on va répéter des mantras? Est-ce que c'est quelque chose avec le son? J'étais vraiment curieuse. Et le troisième jour du Vipassana, on nous explique la technique. Et la technique, grosso modo, c'est de faire un scan corporel continu. Donc, c'est être dans le corps. C'est à nouveau cette base, en fait, sur laquelle on peut tous se reposer, la sensation du corps. Donc, pendant 10 heures, toute la journée, on scannait le corps du sommet du crâne jusqu'à la pointe des orteils et on ressentait les sensations, qui est exactement ce qu'on fait dans notre pratique de yoga, en fait. Exactement. Sauf que là, c'est en mouvement. Et j'ai trouvé ça beau parce que je me suis dit, ben voilà, les points se rejoignent et on peut retrouver ça dans toutes les philosophies. Tu t'es intéressée aussi beaucoup à l'Ayurveda. Est-ce qu'on peut dire que c'est une médecine indienne? Ou je me trompe? Oui, c'est ça, hein. Ok. Et comment est-ce que tu arrives à l'appliquer dans ta vie de tous les jours? Alors, l'Ayurveda, c'est déjà une médecine millénaire, donc il y a si on devait imaginer des encyclopédies, c'est des volumes et des volumes et des volumes d'informations sur les choses les plus abstraites aux plus détaillées, chaque organe, chaque système, chaque maladie. Enfin, ça peut vraiment aller très, très en détail. Et tu peux aussi prendre du recul et voir juste les grands principes de l'Ayurveda. Les grands principes, on pourrait dire que c'est ces trois éléments, ces trois énergies qui sont partout tout le temps. Donc, tu as Vata qui va être l'air, Kapha qui va être un peu l'eau ou la terre, ce côté lourd, et Pitta qui va être le feu. Et donc, l'idée, c'est de voir dans une journée, dans une saison et dans la personnalité de quelqu'un, laquelle de ces énergies a tendance à prendre le dessus. Et à partir de là, essayer de ne pas en rajouter des couches sur cette énergie qui est déjà dominante, mais explorer les autres. Donc, la façon dont tu le vis au quotidien, c'est que si tu connais par exemple ta constitution, donc quelle est ton énergie dominante, tu apprends aussi quels sont les aliments ou les habitudes que tu peux avoir qui vont avoir tendance à te faire pencher un petit peu plus vers l'équilibre ou un petit peu plus vers le déséquilibre. Donc, je donne un exemple concret. Si tu es une personne qui a une énergie dominante air, donc tu peux imaginer une journée à la maison où tu entends qu'il y a beaucoup de vent dehors et il y a vraiment ces feuilles qui bougent partout. Il y a beaucoup de gens qui disent que le vent, ça les rend un peu fous Mhm. parce qu'il y a ce côté très, très agité qui ne s'arrête jamais. Si tu es une personne qui a cette dominante air, tu vas avoir des pensées qui vont être sans cesse en train d'aller dans tous les sens et aussi une énergie qui va être très agitée. Et cette énergie agitée, elle va t'amener déjà à perdre beaucoup d'énergie parce que ton attention, elle est constamment en train de sauter d'une chose à une autre. Et elle va aussi affecter certains systèmes, notamment par exemple le système digestif. Et donc quelque chose de très simple, ça pourrait être de dire, bon, bah, puisque cette énergie agitée et froide prédomine dans mon corps, je vais prioriser de boire et de manger des choses chaudes. D'accord. Donc juste ça.
juste ce principe de faire le choix de ne pas manger un plat froid, mais de manger un plat chaud, et pas boire un grand verre d'eau froide, mais boire un grand verre, d'eau chaude ou un thé, ou tout simplement de se couvrir le cou, même quand tu es à la maison, de créer ce chaud, ça va contrebalancer un petit peu cette énergie qui va être froide. Et par exemple, ce qu'on disait par rapport au corps également, si tu sens que tu sais, on a tous des moments dans la journée où on est un petit peu, on sent de l'inconfort ou alors on sent de l'agitation et on a tendance, pour résoudre ça, à rajouter une nouvelle couche de stimulation. Mmh. Donc on va reprendre son téléphone, re-regarder ses mails, re-regarder, je sais pas moi, Instagram, refaire quelque chose et au contraire, ce que tu pourrais faire, c'est au lieu de rajouter ce mouvement, ce vent, te dire: «Bon, bah, je vais juste m'allonger, fermer les yeux pendant 5 minutes» ou je vais faire juste une posture de yoga. Donc du coup, l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose qui est, en lien aussi avec l'observation à la fois de ce qui se passe dans notre corps, de notre état d'être, de ce qui se passe à l'extérieur. Ça demande aussi une attention et une sensibilité aussi à ce qui se passe. Et ça demande aussi une acceptation de ne pas faire la même chose tous les jours. Donc, on peut mettre ça en relation, par exemple, avec l'étude du cycle menstruel, où pour une femme, on va dire qu'il y a des moments dans son cycle où elle a besoin de repos et des moments où elle a plus besoin de mouvement. Et vient la question de oui, mais est-ce que moi, je veux pas finalement tous les jours être à 100%? Et l'Ayurveda, c'est cette même idée de si je regarde dehors et si je regarde à l'intérieur, j'ai peut-être, plutôt besoin de quelque chose, mais ça correspond pas à ce que mon planning ou mon ego ou ce que j'ai décidé, m'impose et du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance tête baissée avec ma to-do list et mon objectif coûte que coûte? Ou est-ce que je fais un petit peu le pari de, savoir que les bas nourrissent les hauts et les hauts nourrissent les bas? Je sais pas si c'est clair? Ah, c'est très clair, c'est très très clair. Ouais. Surtout quand tu parles du cycle féminin, je vois bien. Et d'ailleurs, Ilia en a parlé un petit peu sur sa story, et puis j'ai eu la chance d'avoir Anne-Mel au téléphone il n'y a pas très longtemps, qui me disait que vous travaillez à la création d'un e-book, d'un petit quelque chose justement en rapport avec ces cycles de la femme et du respect et de l'écoute de tout ça. Il Oui. y aura du yoga là-dedans? Oui, alors, il y a Renan et moi, on est toutes les 2 toulousaines, on est 2 amies, qui partageons aussi la passion du yoga et on est en train de créer un programme en ligne autour des Mhm. cycles féminins. Il va y avoir du yoga, donc il y a le cycle menstruel est généralement divisé en 4 phases, mais d'ailleurs qu'on soit une femme ou pas, on peut, sentir ces phases-là dans notre vie en général. Il y a vraiment des phases, d'énergie qui monte et d'ouverture et d'expansion et plus des phases de déclin et de relâchement et de retour à soi. Et donc il va y avoir, des pratiques de yoga, en accord avec, ces énergies-là pour apprendre à les incarner dans le corps, pour justement nous aider à davantage les appliquer dans notre vie. Donc il y a toute la partie yoga, il y a aussi, des méditations, il y a tout un e-book, très, très complet sur, ces cycles menstruels et observés à la fois par un côté hormonal, mais aussi par le yoga et par toute une réflexion sur la femme, en fait. On est vraiment dans une phase où on se rend compte, je pense, notre génération, que la femme, on lui a un peu imposé un cadre dans lequel elle ne se sent pas à l'aise Hmm. et elle a un petit peu de dessiner autour et de contourner et de faire à sa manière et de tester des choses différentes. Je pense que c'est aussi en lien avec le féminisme, en tout cas ça l'est pour moi. Ça l'est tout à fait. Vraiment, voilà, ce questionnement sur être une femme maintenant et qu'est-ce qui est bon pour moi et à la fois, questionner peut-être des choses qui nous semblent, aller de soi et qui ne le sont pas. Je pense à quelque chose, que je lisais récemment dans un livre qui s'appelle, «Femme qui court avec les loups», où elle disait que la femme est souvent, dans l'archétype de la guérisseuse. Mhm. Et c'est vrai qu'autour de moi, tous les profs de yoga généralement sont des femmes, beaucoup de profs en tout cas sont femmes. Et beaucoup de mes élèves sont dans le soin, les infirmières, les C'est vrai. institutrices, pardon. Et elle expliquait que c'est magnifique, hein, qu'il y ait cette envie d'être là pour l'autre et d'apporter quelque chose à l'autre. Mais qu'elle disait aussi que ça questionnait le fait qu'en tant que femme, on a intégré que notre vie doit être utile. On doit faire quelque chose qui quasi justifie qu'on a le droit de D'être. de de vivre, si on peut le dire comme ça, d'être Ouais. parce qu'on sert à quelque chose, parce qu'on est utile. Et donc il y a aussi cette réflexion, voilà, en tant que femme, de comment on se positionne par rapport aux autres et
comment on peut aussi retrouver sa nature sauvage et retrouver ses terres et garder un peu de ce miel ou de ce bien pour nous aussi, pas tout de suite le mettre au service des autres, pas tout de suite le rendre utile, pas tout de suite faire de sa vie quelque chose qui est utile ou qui doit être tout de suite investi dans son travail ou dans ses relations ou dans sa famille. Et la femme est souvent dans cette position où elle va tout de suite donner ce qu'elle a aux autres. Donc c'est aussi une réflexion sur ça finalement. C'est vraiment une question très intéressante. Et puis en fait, ce dont je me rends compte là en discutant avec toi, c'est que aussi bien ta pratique de yoga que l'Ayurveda et que ce que tu es en train de mettre en place en ce moment, il y a vraiment cette question de faire ce qui est juste pour soi, ce qui est aligné et même si ça correspond pas à ce que le voisin voudrait pour nous ou ce qui est bon pour le voisin quelque part. Oui, c'est vraiment ça et je trouve que c'est quelque chose que je mettrais aussi en parallèle avec notre monde très connecté, donc notre univers des réseaux sociaux et Internet, où la flopée d'informations qu'on peut avoir sur la vie des autres a tendance à créer une pression ou à influencer le regard qu'on a sur notre propre vie et à d'autant plus nous éloigner de ce qui est juste pour nous ou du rythme auquel nous on fait les choses. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, enfin moi ça m'a, quand j'ai eu mon fils en début d'année et que j'ai vraiment pris euh, du recul par rapport à ça, tout simplement parce que j'avais pas de temps pour le faire, ce que je faisais avant, j'ai réalisé qu'il y avait des jours où je connaissais plus en détail la vie de quelqu'un d'autre, que je n'avais pris de temps pour sonder ma propre âme et voir qu'est-ce qui se jouait en moi. Là, je me suis dit, d'accord, il y a vraiment en fait, un décalage finalement qu'il y a entre le temps que je passe à vivre ma vie intérieure et le temps que je passe à savoir ce que les autres vivent et les projets qu'ils ont et bien sûr tous les effets que ça a sur notre psyché qui est assez fragile. C'est-à-dire qu'on est vraiment tous soumis à la comparaison et à l'envie. Et donc oui, trouver ce qui est juste pour soi et, euh, et surtout dans cette ère très, très numérisée et très, où on partage tout, Avec les ça a d'autant plus stories, de les sens. vlogs, etc. Ouais. Et bah écoute, je trouve que c'est juste une magnifique réflexion et je te remercie encore une fois d'avoir pris ce temps pour me répondre aussi gentiment. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident pour toi de trouver un petit peu de temps, donc je te remercie mille fois. Je sais que les gens vont être super contents de t'entendre parce que ça a été vraiment réclamé quand j'ai demandé là il y a quelques semaines qui les gens voulaient entendre. Bah ton nom est énormément ressorti. Donc voilà, ça va leur faire plaisir et je suis très très heureuse aussi d'avoir pu te recevoir dans le podcast. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci à toi. Tes questions étaient vraiment toutes très intéressantes et j'ai adoré comment tu les as formulées. Et je te remercie de m'avoir laissé le temps de m'exprimer et que les personnes qui vont l'écouter peut-être vont repartir avec quelque chose qui va grandir dans son coin. Donc ça me fait très plaisir. Bah, je l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Et puis très bonne journée. Namasté. Namasté Laura. J'espère que vous avez apprécié notre échange. En tout cas, pour ma part, j'ai passé un très chouette moment. Je suis très heureuse de vous proposer cette année encore tout un tas d'interviews soutenues par vos retours et par votre aide sur Tipeee. Je tiens à remercier mes 2 tipeuses de ce mois de janvier, Charlotte Hélène, comme toujours au rendez-vous, et Leïla. Merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.